voudrais dire deux mots sur les deux protagonistes de ce soir qui vont présenter un spectacle vraiment pas commun, puisqu'il s'agit des vies extravagantes des philosophes illustres. Et c'est écrit par Yves Cusset. Yves Cusset est non seulement un comédien, auteur, puisqu'il a écrit la pièce, il va la jouer, il va faire les clowns, mais il est aussi philosophe. Un philosophe, tout ce qu'il y a de plus académique. Il est bardé de diplômes, puisqu'il a fait l'école normale supérieure, il est agrégé de philosophie, il est docteur en philosophie. Le nouvel Emmanuel Kant. Voilà ce qu'il nous faut, voilà. Et voilà, il a choisi de faire le clown sur les planches, ce qui est quand même autrement, ce qui est vraiment extraordinaire. On passe à un plus sérieux, Jean-Pierre Tiercelin, qui lui, bon ça c'est pas très sérieux, mais quand même c'est prestigieux de jouer les rôles comme dans Tartuffe et Don Juan de Molière. Il a joué des rôles comme ça. Et il a écrit, lui aussi il est auteur et comédien, et il a écrit un livre à l'honneur de son père qui a été déporté en tant que résistant dans le camp de Dora. Voilà pour les deux protagonistes, et je vous laisse regarder ce spectacle et débattre après. Le débat sera sur est-ce que la vie des philosophes a une influence sur leur philosophie. Je vous explique quand même un peu le principe de cette soirée, je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté. Hein. Avant de mourir, vous savez que c'est la condition sine qua non pour pouvoir espérer intégrer un jour la liste des auteurs officiels du programme de philosophie en terminale. Bon nombre de philosophes ont vécu. Ouais. Ce qui ne laisse pas d'étonner, car vivre n'est pas forcément compatible avec la formation d'une pensée. Ah oui, si l'on appelle vie le court et inutile laps de temps qui sépare notre premier cri de désespoir de notre dernier souffle de lassitude, force est de constater que le temps qu'on y occupe idiotement à vivre ne nous y laisse que trop rarement le loisir de penser. L'ami Socrate le dit clairement avant d'avaler son dernier bol de ciguë. Le corps vivant est le tombeau de l'âme. Avant la mort, l'âme est corsetée. Après la mort, le corps se tait. Il se trouve que mes parents, dont une bonne moitié est présente ce soir, qui aimaient beaucoup Apostrophe, voulaient faire de moi un philosophe. Alors ils m'ont mis, dès mon plus jeune âge, Kant et Descartes entre les mains. Dans un monde imaginaire où les philosophes devenaient des héros de bandes dessinées, des personnages burlesques et des clowns solaires. Alors je m'enfermais avec leurs ombres dans la caverne de mon imagination. Les vies tout à fait extravagantes des philosophes illustres qui vous sont présentées ce soir sont simplement le produit d'une telle imagination enfantine, qui ne puise pas ses ressources ailleurs que dans la pensée même des philosophes, certes, mais pour aller s'aventurer dans des contrées bien éloignées du minimum de sérieux philosophique requis par les autorités. Yves, très heureux. Bonsoir. Ça va, Jean-Pierre? Ça va. C'est un peu long, mais enfin bon. Oui, bon, enfin, ça n'est pas prêt de s'arrêter là. Non, ouais, non. Alors, alors, le principe de cette soirée, comme je n'ai pas précisé, Oui, on va... chers amis, si nombreux. Je me disais, bon, comment lire ces vies des philosophes? Oui. Et alors, je me suis dit, d'abord, bon, le plus simple, c'est de faire dans l'ordre chronologique. Vous voyez, et alors là, Jean-Pierre, qu'est-ce que je me suis dit à ce moment-là? J'ai dit, l'ordre chronologique, c'est l'ordre chronologique, bah oui, bien sûr. Non, je me suis dit non. Tu as dit non? Non. Ah, tu as dit non? Non, j'ai dit non. Tu as dit non? Bah, j'ai dit non, pas l'ordre chronologique, c'est beaucoup trop didactique. Mais non, bah, bien sûr. Un peu de liberté, un peu de légèreté. Donc, je me suis dit, ce soir, c'est le hasard qui va choisir. Voilà. Et le hasard, c'est qui le hasard? Le hasard, c'est qui le hasard? Chers amis, mais oui, cette soirée, c'est la vôtre. Voilà. C'est vous qui allez piocher dans la corbeille les philosophes.
Dès sa naissance, Héraclite prit en marche le train du monde et entraîna la marche du monde sans pouvoir l'arrêter, alors qu'il aurait bien aimé pouvoir descendre. D'où la fameuse sentence du philosophe. Le train ne siffle jamais 2 fois dans le même fleuve. Tout allait toujours trop vite pour Héraclite, au point qu'il n'était même pas foutu de savoir qu'il était présocratique. Ce que pourtant personne n'ignore aujourd'hui. Hippocrate, la guerre est le père de toute chose. Hein? Non, tu veux dire le nerf, Héraclite, tu veux parler du nerf de la guerre. Non, je te parle du père. Je dis bien le père de toute chose. Ah non, là, c'est féminin. Dis plutôt la mère. Dans ces conditions, si mon père en avait, on l'appellerait ma sœur. Enfin, Hippocrate, là, tu chipotes. Si je te parle en traduction française, c'est simplement par commodité. Tu sais bien que guerre en grec est masculin et se dit polémos. Ouais, Paul comment, quoi. Bon bah tu sais, moi et les langues mortes... La banalité du mal. Du mal. Oh pardon. La banalité La du banalité mal. du mal. Bah oui, oui, parce que, à l'instar de la Schtroumpfette chez les Schtroumpfs, Hannah Arendt fut longtemps la seule femme au pays des philosophes. Ce monde où Logos et Phallus constituent des outils complémentaires pour accéder plus vite à la sagesse sans passer l'aspirateur. Ajoutez-y qu'elle fut juive en Allemagne, à une époque où l'antisémitisme était considéré comme l'une des 7 vertus cardinales, et vous apprécierez mieux son insigne mérite. Enfin, il faut quand même reconnaître qu'elle fut aidée dans son difficile parcours par la sollicitude du grand Martin Heidegger, avec qui elle entretint du temps de ses études un amour tout à fait platonique. Mais quand même assez tonique. Heidegger fut l'un des philosophes les plus prétentieux de l'histoire des idées. Il osa affirmer « Je suis l'être par qui il y a de l'être. » Mais pour qui se prend-il? Il ne sait donc pas que c'est moi, l'être par qui il y a de l'être. Non? BHL. Dit Lévy. Bernard-Henri Lévy. Né il y a beaucoup plus longtemps que vous ne le pensez, tant il est bien conservé. Bernard s'en va en guerre. Bernard-Henri Lévy est l'un des philosophes vivants les plus importants dans le monde, et probablement l'un des philosophes majeurs de l'histoire de la philosophie. Si important qu'il ne peut même plus refermer depuis des années le haut de sa chemise, dont les boutons sautent les uns après les autres, sous la pression de l'importance. Avec BHL, la grande révolution philosophique, c'est la reformulation du cogito de Descartes. Je pense, donc ça se voit. Le petit René passa une enfance heureuse en Touraine. Dans les prés entourant la maison familiale, il allait souvent voir les vaches, qui s'ennuyaient fermes en l'absence de train. Il aimait à essayer de capter l'attention de celles-ci afin de comprendre ce que le regard bovin pouvait bien dissimuler. Mais plus il cherchait à s'enfoncer en lui, plus le regard de la vache devenait fuyant et insaisissable. Mais oui! Mais voilà le vrai cogito! Lacan! Mais oui! Jacques Lacan! 1901. 1901. Eh oui, eh oui. Eh, 1980. Eh oui. 1981. Alors, ce que Jacques n'a pas dit. Lacan, philosophe. Non, 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 mais il est là quand même. Lacan même, moi?
Oh, en tout cas, il fut là, Jacques. Et il reste Lacan. Non, mais il fut là... Quand? Trop peu. Trop peu, mais assez pour ses tropes. Là, juste le temps d'en agacer plus d'un avec son langage hermétique et d'en perdre plus d'un dans le labyrinthe de sa pensée, au point que Jacques se demandait parfois, en les attendant vainement à la sortie du labyrinthe, Mais ils seront là quand? mais personne ne pouvait être Lacan, c'était beaucoup trop compliqué, il aurait fallu être entièrement misanthrope. Le petit Blaise Pascal causa beaucoup d'inquiétude à ses pauvres parents. Monsieur et Madame Pascal. Au divertissement des enfants de son âge, il préférait la trigonométrie et la théologie, le chenapan. Son père finit par s'en offusquer. Tu vas prendre un peu l'air, mon Blaise! Ou je t'enferme tout seul dans ta chambre, sans ton boulier ni ta Bible? Si tel est ton bon plaisir, père. Arrête un peu, Blaise, avec ton attitude de victime. Tu m'exaspères. Ah bon? Je t'exaspère. Tu préférais peut-être que je t'exauce, père? Et n'en profite pas non plus pour te foutre de ma gueule. Un jour, que le petit Bergson était en train de préparer son cartable pour aller à l'école qui porterait bientôt son nom, sa mère s'inquiéta de son inhabituel retard. Mon Henri? Mon Riri? Qu'est-ce que tu fais, mon loulou? Mon filou, mon petit chou? Bah attends, Dépêche-toi! attends maman, je suis très occupé. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, je regarde le temps passer. Ah bon? Et ça donne quoi? Bah, je ne vois rien. Ah, bah alors laisse tomber, mon petit bout, c'est qu'il passe trop vite. Mais il faut bien que le temps passé aille quelque part. Où est-il s'il n'est jamais présent? Bien sûr, tu souffres, mon petit bonhomme, mais tu y mets du tien. Tu pourrais aisément te libérer de ta souffrance. Avec ces quelques leçons d'élémentaire philosophie que l'on doit à la délicatesse et à la sollicitude du grand Arthur Schopenhauer. D'abord, sache que tu souffres simplement parce que tu n'as pas mieux à faire. Et que si tu cessais de souffrir, tu risquerais fort de t'ennuyer. Oui, comme la vie oscille comme un pendule entre la souffrance et l'ennui, la bonne nouvelle, c'est qu'on a suffisamment de raisons de souffrir pour ne pas s'ennuyer. Spinoza. Ah! Spinoza. Oh! Spinoza! Spinosaure de l'audace qui osa crier partout sa joie Hosanna! contre les dinosaures et les pinailleurs. Spinoza! Ah! Spinoza! Oh, Spinoza! Spinosaure de l'audace qui osa crier partout sa joie Hosanna! contre les dinosaures et les pinailleurs. Spinoza! Oh, Spinoza! Oh, Spinoza! Spinosaure de l'audace qui osa crier partout sa joie Hosanna! contre les dinosaures et les pinailleurs. Et j'ai mis longtemps à m'apercevoir qu'il y avait une différence et quelquefois un abîme entre le philosophe et l'érudit en philosophie. Et donc je crois que, alors sachant qu'on peut être un peu les deux, donc vous avez réussi le mélange, donc c'est très intéressant. Enfin, érudit, bon, attention s'il y a des vrais philosophes dans la salle, enfin des vrais érudits. Ils vont comprendre que voilà ce qu'on peut faire avec Wikipédia. C'est vraiment comme je vous l'ai dit au départ, après je vous laisse parler, mais ce que j'ai dit au départ, c'est que j'ai fait le choix d'aller vérifier très peu de choses. Mais j'avais entendu cette histoire de la vache qu'il a Et découvert. donc, j'ai pris des trucs que j'avais dans ma tête sur la vie des philosophes en me disant c'est peut-être vrai, c'est peut-être un truc que j'ai entendu, c'est peut-être quelque chose qui vient d'ailleurs. Je voulais le prendre justement comme un enfant, comme j'ai dit, comme un matériau enfantin qui serait dans ma tête. Et voilà, et je reconstruis la vie des philosophes à partir de là. Donc, il y a sûrement des choses vraies. En tout cas, c'est vrai que Nietzsche a demandé pardon pour Descartes, mais il n'a pas demandé à une vache pardon pour Descartes, il a demandé à un cheval. Ah oui, mais Ouais, il a embrassé un cheval en lui disant Oui. pardon pour Descartes. Et le cheval a dit non, c'est rien. Des enfants aussi, c'est ça. Il y a beaucoup, on oublie ça quand même chez les philosophes. C'est tellement incompatible, il y a quelque chose de tellement incompatible avec l'enfance dans dans le fait dans de le s'étonner. discours de la philosophie, alors qu'il y a quelque chose qui est tellement lié à l'enfance, dans l'étonnement philosophique, que cette séparation m'a toujours étonné. Que moi, je vais aller rechercher dans l'humour quelque chose de cette enfance-là. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de l'enfance des philosophes, de l'enfance imaginaire. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans la civilisation occidentale pour qu'on considère que philosopher,
c'est nier le vouloir vivre, comme disait Schopenhauer, passer au-dessus du corps, pour qu'on considère que le corps est le tombeau de l'âme. Pour que non seulement la philosophie considère ça, mais globalement toute la morale et le monde judéo-chrétien. Selon Nietzsche, si j'ai bien saisi, quand même Socrate, c'est la transition. Une grande admiration pour Socrate, mais c'est le début de la décadence. Lui considère que les vrais philosophes, c'est les présocratiques. Alors ça, Héraclite, une admiration folle pour Héraclite, qui était quand même aussi pas du tout un drôle. Hein. Ce que je disais, c'est vrai, Héraclite était quelqu'un... Alors, dans mon abécédaire, il y a les deux, il y a Héraclite et il y a Démocrite, qui sont vraiment deux pôles d'un même rapport au monde. Héraclite qui voit la contradiction partout, et qui voit le devenir, le temps qui s'écoule, qu'on ne peut pas arrêter, rien qui peut être fixe, etc., et qui en devient dépressif. Hein, il pleurait tout le temps, on l'appelait le sombre. Hein, obscur, en fait, c'est pas ses pensées, c'est lui. Hein, Héraclite l'obscur, c'est lui, et qui pleurait beaucoup, et Démocrite qui a fini sa vie en riant. Qui a fini sa vie en riant parce qu'il voyait la contradiction que portaient avec eux les hommes, qui allaient, qui pariaient au casino, qui en bourse, qui prenaient au sérieux toutes ces affaires publiques, économiques, politiques, etc., alors que leur vie n'était rien, qu'ils allaient mourir d'un moment à l'autre, voilà, et ce sérieux-là le faisait rire. Et Démocrite et Héraclite, voilà, c'est les deux pôles de ce rapport au monde qui voient la même contradiction partout à l'œuvre, mais avec une réaction différente. Et entre les deux, il y a Hippocrate. C'est pas une blague, Hippocrate, il était ami des deux. Mais Heidegger, je veux dire, comment un philosophe peut faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire devenir nazi pendant un court laps de temps, mais néanmoins, et surtout renier son professeur qui était Husserl, il a carrément trahi. C'est une dérive qui le dépasse un petit peu et qu'il n'a jamais assumé d'ailleurs complètement. Il a toujours une honte. Il est très lâche, Heidegger. Il a une grande lâcheté, ça c'est sûr. Arendt le savait, elle le dit. Par rapport à Husserl, il a eu honte. Il n'a pas assez travaillé comme Lévinas ou Sartre sur la honte. Ça l'aurait trop obligé à regarder ça en face. Sa philosophie ne se résume pas à ça, mais c'est vrai qu'il y a une dérive qu'il y a là dans le rapport à la foule, c'est très bizarre, là où il y a une telle manipulation des foules par le nazisme, mais lui, son mépris de la foule, c'est finalement transformé en adhésion au nazisme, comme si là, on allait vraiment responsabiliser la foule, comme si ça lui donnait une résolution, que le peuple allait pouvoir s'affirmer, gagner en conscience de soi, ce qui est une espèce de... qui est absurde. Et c'est vrai que Être étant, c'est un ouvrage remarquable de Heidegger. Il faut le lire quand on fait de la philosophie, ça vaut le coup. Quand on s'intéresse à la philo, ça vaut le coup. C'est compliqué, mais quand même, c'est un ouvrage essentiel. Mais on n'a pas. C'est sûr que moi, quand je lis le discours du rectorat de 1934, non, il faut le mettre de côté, qui se finit par Heil Hitler, effectivement, avec toutes les absurdités qui se disent sur le peuple, la maison de l'être, le Führer, effectivement, toutes ces imageries du Führer, le berger de l'être, etc. C'est pour ça que moi je crois que Arendt a fait cette distinction très importante entre penser et juger. Et là on y va, et à cause de Heidegger, parce qu'elle pensait qu'Heidegger était dépourvu de jugement, mais qu'il était tout à fait capable de penser, et que la pensée est capable de s'enfermer en elle-même, dans sa logique monologique, comme elle dit. On peut être effectivement un génie, il y a ce côté-là, il y a un autisme dans le génie, et qui fait qu'on tourne à vide dans sa propre logique et qu'on n'est plus capable de regarder le monde avec suffisamment de distance, c'est-à-dire de penser en se mettant à la place d'autrui. C'est ça, juger, pour Arendt. Et moi, je crois ça, c'est que tu étais un grand penseur, Heidegger, mais incapable de jugement. Ce qui m'a étonné, c'est que vous ayez mis Lacan dans les philosophes, psychanalystes, philosophes. Ah ben non, pas philosophe, mais il y a un rapport, voilà. Il y a ce rapport à la philosophie, ça fait du bien, un peu ce rapport oblique. Pour moi, Lacan, c'est vraiment... D'abord, c'est un clown. Il n'y en a pas beaucoup. Lui, c'est un clown. Lui, c'est quelqu'un qui avait de l'humour. Ça, c'est sûr. Du coup, il n'a pas fait de philosophie. Il était fou et il avait de l'humour.
Ça fait deux grandes qualités. Et il a eu ce rapport oblique à la philosophie. Il l'a titillé, il l'a cherché, il l'interrogeait, il la retournait quand il dit que Kant, en fait, c'était un sadique, que la morale de Kant, c'est la même que celle de Sade. C'est vrai, il le dit, et il dit, voilà, il faut voir, l'impératif moral de Kant, c'est complètement immoral, c'est un désir de meurtre absolu. Alors, on ne comprend pas toujours ce que dit Lacan, mais même presque jamais, mais il y a cette manière de titiller la pensée philosophique qui fait du bien. Et moi, j'ai juste voulu... Le texte que j'ai écrit sur Lacan ne dit rien sur Lacan. C'est juste un hommage où je me suis amusé avec le langage, comme lui m'a donné l'envie de le faire. Voilà, c'est tout. Yves Cusset, oui. Loin d'être un philosophe, Yves Cusset fut un usurpateur à qui il manquait la plus élémentaire des vergognes. Ce fut un tel charlatan qu'il réussit même, rendez-vous compte, à se faire figurer dans son propre abécédaire des philosophes, aux côtés des plus illustres, et ce sans même en éprouver à aucun instant la moindre honte. Pas plus que Luc Ferry, qui ne manque pourtant pas d'apparaître sur Wikipédia et dans le Who's Who. Heureusement, ces ouvrages inutiles tombèrent vite dans l'oubli, et la vie de Cusset s'interrompit tôt et brutalement. Il y a quand même une justice, puisqu'il mourut bêtement d'une occlusion intestinale le jour où, complètement beurré, il avala au petit déjeuner une tartine entière de cirage autolustrant enrichi en cidre.